Ça fait peur parce que le gaz, il va pas sélectionner le soldat, il va pas faire tiens, je vais attaquer le soldat, lui c'est un civil, je vais pas l'attaquer. C'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui sur l'utilisation de ces armes-là. Pas du rat. Quartier libre. Aujourd'hui, je rencontre une militaire qui est en première ligne en cas d'attaque chimique. C'est la capitaine Pauline, elle est ingénieure en biotechnologie et elle a fait ce choix dingue de changer complètement de métier pour rejoindre le 2e régiment de dragons. Ce régiment prépare la France à la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Que faire en cas d'attaque au gaz neurotoxique? Les virus sont-ils les armes des conflits de demain? C'est ce qu'on va voir dans cette conversation avec la capitaine Pauline. Bon, on va pas faire toute l'interview avec le masque, mais déjà je voulais qu'on commence avec ça. Pour moi ça va, hein. Repos, D'être plus rapide que moi. Ces masques me font penser qu'il y a quelques jours, il y a un homme qui est rentré dans le McDo de Saint-Lazare, à la gare Saint-Lazare, et il a répandu une substance, une mystérieuse substance orange, comme a dit la presse, qui a déclenché le malaise des 30 personnes qui s'y trouvaient. Je voulais savoir si déjà ce type de masque permet de se protéger de ce genre d'attaque, et est-ce que ça fait partie de ces menaces chimiques contre lesquelles vous préparez? Alors déjà, juste un petit point sur, c'est vrai que le régiment a ses missions très spécifiques, surtout à l'extérieur. Sur le théâtre national, ça va plutôt être les pompiers qui vont intervenir. D'ailleurs, c'est les pompiers qui sont intervenus en particulier sur cet incident. Mais c'est ce genre de risque, enfin de menaces plutôt, qui font que le régiment aujourd'hui a une importance capitale dans l'armée de terre. Donc c'est votre cœur de métier, mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est en fait? Comment un liquide comme ça, je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs, provoque des effets, des malaises sur la population qui est autour? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour le coup, on a eu un peu de retour là-dessus et on a des personnes qui se sont plutôt plaints d'irritation au niveau des yeux, au niveau de la bouche, qui pourrait correspondre à comment dire, ce qu'on utilise en gaz lacrymogène par exemple, et ce que nous on catégorise comme des incapacitants. C'est-à-dire c'est des armes qui sont utilisées afin d'empêcher le combattant d'être immédiatement disponible pour détruire son ennemi. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très particulier, puisque c'est apparemment utilisé plus sur la population. Et là, on rentre plutôt dans quelque chose qui serait proche d'actes un peu, ce qu'on pourrait appeler de terrorisme, hein. L'objectif, c'est de faire peur à la population. Et malheureusement, souvent, ces armes sont utilisées dans ces cas-là. Donc là, le gars, il déverse son liquide, et vous dites que ça a déclenché des irritations, j'imagine aux yeux, à la gorge, et cetera, avec des gens qui ont fait des malaises. Est-ce que ça rentre dans, je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais est-ce qu'il y avait un truc neurotoxique là-dedans, ou là, c'est du pur, bombe au poivre ou quelque chose comme ça? Exactement. Là, ce dont je parlais, c'est vraiment, on catégorise ça comme une arme chimique, donc on appelle incapacitant. Donc ça reste dans le domaine chimique. On a plusieurs possibilités. Donc on a des incapacitants, des neurotoxiques, donc là qui vont plutôt attrait à des armes qui vont toucher directement le cerveau. On va avoir des vésicants. Donc en fait là, c'est plutôt une arme chimique qui va sur la peau créer des brûlures, voilà, par des vésicules, d'où le principe de vésicant. Voilà, on a plusieurs catégories comme ça de dangers, là pour le coup, dans la famille, pour nous, des armes chimiques. Nous, à la fois dans ce que j'ai appris à l'école et puis même au début de ma carrière militaire, bien sûr, il y a toute une partie de la formation sur ce risque-là, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tellement d'exemples récents d'usage de ce type d'armes chimiques. Vous êtes une ancienne ingénieure en biotechnologie, c'était votre diplôme avant de rejoindre l'armée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça marche? C'est-à-dire, c'est quoi? Alors là, c'était un liquide, mais parfois c'est des gaz. Ça marche comment en fait, ces substances, et comment elles sont utilisées contre les soldats? Alors, c'est là où il y a des particularités et pourquoi l'arme chimique n'a pas été si souvent utilisée. Je reviendrai, je ferai peut-être plus
un recul justement sur l'utilisation de cette arme-là qui fait peur. Pourquoi elle fait peur notamment? Parce que c'est une arme qui est peu utilisée, donc finalement moins elle était utilisée, plus elle faisait peur, et plus on n'avait pas envie de l'utiliser. C'est d'ailleurs une arme qui a été beaucoup utilisée lors de la Première Guerre mondiale, et qui finalement, alors que Hitler, par exemple, possédait des stocks énormes d'armes chimiques, ne l'a pas utilisée. Parce que justement, ce côté qui faisait très peur a fait aussi le côté où on avait l'impression de parler d'armes de guerre pas justes. Parce que le gaz étant parfois indolore, enfin pas indolore, mais incolore, inodore, fait qu'on avait l'impression de ne pas pouvoir se battre face à son ennemi. Donc c'est quelque chose qui fait peur, donc qui fait peur également à la population, puisque là, encore une fois, c'était un liquide. On ne se rend pas compte que ce petit liquide a créé, justement, c'était pas le liquide en lui-même qui a provoqué les irritations, mais c'est plutôt le gaz qui s'en est échappé, qui lui était incolore, inodore, et les gens se sont plaints à l'issue de ça. Et donc ça fait peur parce que le gaz, il va pas sélectionner le soldat, il va pas faire ok, je suis un soldat, tiens, je vais attaquer le soldat, lui c'est un civil, je vais pas l'attaquer. C'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui sur l'utilisation de ces armes-là. Après, donc comment elles fonctionnent en particulier, donc je vous parlais des différentes familles chimiques. Pour le coup, on parlait des neurotoxiques. Là, ça va être quelque chose qui est complètement incolore, inodore, que le soldat va respirer, et ça va toucher le cerveau directement, les synapses au niveau des synapses des neurones. Donc il faut savoir que les neurones, après là on rentre dans un domaine un peu plus scientifique, mais typiquement le message neuronal, c'est un message électrique qui se transforme au niveau des synapses en message chimique. Et donc c'est là où va intervenir le neurotoxique. En fait, il va intervenir à ce niveau-là, il va bloquer certains récepteurs en fonction du neurotoxique encore utilisé, hein. En gros, il va jouer dans le cerveau, et ça va, au niveau des nerfs du corps, en fait, créer des décharges, et vos nerfs qui vont se mettre à fonctionner beaucoup plus, qui sont censés le faire, et donc créer jusqu'à la crise cardiaque, la paralysie, et aller jusqu'à la crise cardiaque, et donc malheureusement au décès de la personne qui aurait inhalé ces neurotoxiques. Donc ça, c'est très spécifique aux neurotoxiques. Vous avez les suffocants qui, eux, vont se concentrer vraiment sur les poumons. Donc ça va bloquer les poumons ou créer des brûlures au niveau des poumons qui vont empêcher la personne de respirer. Donc à chaque fois, vous avez, encore une fois, une arme chimique aura une façon de fonctionner différente. Et c'est pour ça que nous, on a créé vraiment des familles assez larges dans lesquelles on peut rentrer les différents toxiques qu'on pourrait rencontrer, et permettre en fait d'y faire face de façon différente. L'avantage de l'ANP, c'est qu'elle protège pour l'ensemble des toxiques de guerre, elle protège le soldat qui le porte. Donc après, on a des procédures qu'on travaille beaucoup, et notamment au 2e RD, on est ce régiment qui travaillons dans ces atmosphères-là, et qui apprenons à combattre dans cette atmosphère en portant l'ANP, qui n'est pas forcément très facile. Je vais revenir un peu plus tard sur l'unité que vous servez, le régiment, comment on se prépare à tout ça. Mais avant de parler des réactions et de comment on se prépare à cette menace, je voulais revenir vraiment sur comment ça fonctionne, que les gens comprennent. Donc là, typiquement, un liquide dont les émanations vont provoquer des irritations, je dirais, c'est peut-être je dis n'importe quoi, mais le niveau 1 de la menace chimique. Après, vous avez parlé des gaz suffocants, où là, donc on le respire et tout de suite, ça nous met en incapacité, ce qui peut évidemment être terrible à la fois pour une population et pour des soldats au combat. Et peut-être le plus dangereux, c'est ce que vous avez décrit, les neurotoxiques, où, encore une fois, c'est horrible, quoi. On sent rien, on ne peut pas le détecter, et c'est impossible de savoir ce qui nous arrive, et ça nous fout en l'air au niveau du cerveau. Et là, le symptôme, c'est quoi? On s'évanouit, il peut y avoir une crise cardiaque, c'est ça? Exactement, là, ce qui est intéressant, où justement on travaille avec des carnets de combat, où on va vous dire par rapport aux symptômes ce que ça peut être en termes d'armes chimiques.
Donc c'est assez intéressant. Et le neurotoxique est très impressionnant, puisqu'on va avoir une personne qui va tomber au sol, qui va convulser beaucoup, qui va sécréter. Donc le principe, voilà, d'avoir les nerfs qui fonctionnent de manière beaucoup trop importante. Donc on va avoir beaucoup de sécrétions, que ça soit au niveau de la bouche, que ça soit au niveau des urines. Malheureusement, on va voir en fait la personne qui commence à baver. Donc c'est ce genre de choses qui, voilà, a des réflexes assez intenses. Et en fait, c'est là où on va dire, ok, cette personne malheureusement a été touchée par un neurotoxique. Donc c'est quasiment immédiat. Qui fabrique ce genre de produit? Ça vient d'où? Alors là, pour le coup, on rentre vraiment dans on va toucher des menaces qui sont pas des pays en tant que tels qu'on pourrait nommer. Là, ça va plus être comment dire, des groupes armés, par exemple terroristes, qui auront pour objectif de créer en fait une notion de terreur chez la population civile ou chez les militaires en général. Là, vraiment, le côté laboratoire, comme vous pouvez dire, des espèces de laboratoires clandestins pourraient se créer. Et là, ils connaissent, on va dire aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité, malheureusement, sur des réseaux parallèles, de se fournir en matières premières et avoir des cerveaux qui vont pouvoir travailler sur la synthèse de ces neurotoxiques en particulier. Donc vous, en fait, vous étiez une ancienne ingénieure en biotechnologie. Quelque part, c'est des choses en laboratoire. Vous avez travaillé là-dessus, sur des substances comme ça, pour en comprendre le fonctionnement? Alors moi, pas du tout. Moi, j'étais vraiment très orientée plus biologie. Mais on va dire que l'arrivée au régiment a fait que je me suis beaucoup plus intéressée sur ce domaine-là, sur comment, en effet, on synthétisait ce genre de produit. Pourquoi c'est intéressant pour nous de travailler sur comment il est synthétisé? Parce que ce qui va nous marquer, et là où on va faire un peu plus de recherche, c'est sur les éléments qui permettent de créer ces produits, enfin les différents produits. On va dire, quand vous faites des crêpes, il va falloir de la farine, du lait, des œufs. Et ben en fait, c'est exactement pareil. Au lieu de chercher le produit fini en tant que tel, on va chercher une personne, tiens, elle a acheté beaucoup de tels produits, elle a acheté aussi ce produit-là, et elle a acheté ce produit-là. C'est bizarre, mais mis ensemble, c'est quelque chose qui risque de produire, voilà, de synthétiser un neurotoxique ou n'importe quoi. Donc en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est faire, quand on va dans un endroit, de se renseigner un peu sur les produits qui sont présents, qu'on trouve, généralement des fûts abandonnés ou des bidons dans une espèce d'endroit qui ressemblerait à une cuisine abandonnée. Et là, on se dit, tiens, finalement, est-ce qu'ils n'étaient pas en train d'essayer de synthétiser quelque chose par rapport aux produits qui sont présents? On peut se dire, tiens, ça va plutôt être une arme chimique ou quelque chose d'autre. Vous étiez du coup ingénieur dans le civil. Je crois que vous avez un diplôme, donc bac+5 en biotechnologie. C'est quand même un parcours dingue. Comment vous dites à un moment, ah ben moi je veux commander des hommes et des femmes dans l'armée de terre? Alors pour le coup, en effet, après mon master, ça a été assez... c'était pas du tout l'objectif. Je me suis à bac+5, objectif travailler en laboratoire en tant que chef de projet. J'ai eu pas mal de missions au début plutôt d'intérim dans des grandes boîtes et justement dans ce travail-là, je me dis tiens, finalement, je suis souvent derrière mon ordinateur, j'ai pas forcément de travail si pratique que ça. On a beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions sur les projets qu'on nous donne. Et les projets sont souvent des projets en sciences à 10, 20 ans, voire plus de terme. On voit le produit fini dans très longtemps. Et ce qui n'était pas forcément... j'étais vite un peu déçue par ça. En parallèle de ces intérims, parce que je suis quelqu'un qui aime plutôt beaucoup travailler, enfin beaucoup bouger, faire des choses. C'est vrai que rester à la maison, c'était pas trop quelque chose qui me plaisait. J'ai travaillé à un truc complètement différent, j'ai travaillé en vente. Donc là, aucun rapport, mais bon, ça permettait de travailler, d'avoir un salaire à la fin du mois, donc en avant. Et en fait, c'est le fait de travailler en équipe, je me suis dit, tiens,
continuer à retrouver ces équipes de plus en plus importantes. J'aime bien, je me sens bien dans ce travail-là. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans ce travail-là plutôt que dans le travail que j'avais avant en tant que chef de projet? Donc là, j'ai continué un espèce de petit parcours personnel sur qu'est-ce que je voulais faire de mon parcours professionnel, où est-ce que je voulais me diriger. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé des amis qui étaient déjà dans l'armée et qui m'ont dit « Tiens, tu devrais aller voir un peu ce qui s'y passe ». Donc je suis rentré au CIRFA de Versailles, tout simplement. Je leur ai demandé « Ok, qu'est-ce que vous avez comme pour quelqu'un qui a déjà un master, qui n'a absolument pas du tout envie de reprendre ses études ?» Parce que clairement, voilà, au bout de 5 ans, je pense qu'il y en a qui s'arrêtent avant. Je me dis « Bon, je les comprends. 5 ans, c'est déjà très long. Donc, qu'est-ce que vous avez ? J'ai pas envie de reprendre mes études. Vous me proposez quoi ?» Et donc j'ai entendu, à ce moment-là, on m'a proposé le contrat d'officier directement, voilà, officier sous contrat, un contrat de 7 ans dans l'armée. Bon, pourquoi pas, mais l'armée, bon, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas spécialement de... Enfin, j'ai un grand-père militaire, mais bon, c'est loin. Et j'avais pas de figure en fait assez proche du milieu militaire, quelques amis des parents, hein, comme partout, bon, pourquoi pas. Mais voilà, je ne savais pas ce que moi je pouvais donner dans ce milieu. On m'a proposé de faire une préparation militaire spécialisée. Donc je suis partie aux vacances de Pâques quelques semaines à Couët-Quidan pour en fait faire découvrir le milieu militaire. Et pendant cette semaine, alors qui s'est vraiment hyper bien passé, beaucoup de rencontres, c'était très intéressant. Et je suis tombée sur un major qui m'a parlé du 2e RD. Et là, je me suis dit, tiens, un régiment qui s'occupe des... Voilà, qui est très spécialisé dans les menaces NRBC. C'est un peu un domaine qui m'intéresse. C'est un domaine dans lequel voilà, j'ai pas mal d'appétence. Ok. Est-ce que l'armée, est-ce que je pourrais pas joindre les deux? Enfin, dire, là, je me suis éclatée pendant ces 3 semaines de PMS. Est-ce que justement, le fait d'aller au 2e RD, est-ce que c'est possible pour moi? Pas possible. Et en rentrant au CIRFA, j'ai dit ok, c'est là où je veux aller. Je me suis évidemment renseignée sur le régiment, où est-ce qu'il était et tout. Et on m'a dit ok, en effet, ce régiment, il peut vous plaire. Il va falloir signer au titre d'une arme. J'ai signé au titre du génie pour pouvoir intégrer le régiment. Et après un an à Saint-Cyr-Couët-Quidan, école des officiers, puis un an de division d'application à Angers, à l'école du génie, j'ai pu choisir de servir au régiment et donc de découvrir pleinement la spécialité. Donc le 2e RD, c'est 2e régiment de Dragons, c'est le seul régiment qui s'occupe de cette menace NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Je voudrais juste revenir sur la préparation militaire supérieure que vous avez fait, cette espèce de petit stage d'immersion dans l'institution militaire avant d'être militaire. Au moment où vous rentrez dans ce stage, vous n'avez pas encore pris votre décision, je vais être militaire, je veux être soldat. Non, pas du tout. C'est un des avantages de ces semaines-là, de ces préparations militaires. C'est voilà, cette préparation militaire spécialisée parce que les gens qui étaient autour de moi, mes camarades que j'ai pu rencontrer là-bas, étaient tous orientés à la base plutôt officiers. Certains finalement se sont dit d'ailleurs « Ah oui, officier, ça m'intéresse, mais j'aimerais passer d'abord par les sous-officiers, parce que avec cette appétence plutôt pour le côté technique et avoir vraiment ces hommes pendant un petit moment, contrairement à l'officier qui va assez vite aussi monter. Donc voilà, on a pu rencontrer tout ça et c'est vrai que cette semaine-là, c'était vous y allez. Un peu venez comme vous êtes, hein, clairement. C'est vous venez avec votre petit bagage. De toute façon, vous allez arriver là-bas, on va vous donner un pactage, on vous met en militaire et puis c'est en avant dans la forêt, on vous apprend voilà, quelques notions de tir. Vous avez vraiment la totale. On brosse vraiment le côté militaire combattant qui était hyper intéressant. Et à la fin de ce stage, le capitaine qui s'occupait de mon dossier au CIRFA m'a demandé si, ok, on confirme pas. Donc il y a des gens d'ailleurs qui ont fait ce stage et qui se sont dit non, vraiment l'armée, bon j'ai adoré mon stage, mais l'armée c'est pas pour moi. Bon bah en fait très bien, on a l'expérience et c'est ça qui est intéressant et qui est très bon à prendre dans cette préparation. Pour vous, il y a eu le déclic là pendant cette préparation? Oui, il y a eu un bon déclic en tout cas sur le côté vert qui me faisait un peu peur, hein, l'armée de terre. On se dit bon ok, je vais porter un trédit tous les jours, je vais faire du tir. Est-ce que le tir, enfin voilà, tenir une arme c'est clairement pas quelque chose d'anodin. Est-ce que ça va me
pas au-delà de me plaire, mais on va dire, est-ce que ça me fait peur et que vraiment je ne veux absolument pas avoir à faire à ça? Est-ce que je suis capable de recevoir comme de donner des ordres? Parce que clairement, c'est pas inné. Et puis le vivre en collectivité, c'est quelque chose qui est pas évident non plus. Enfin, je me suis engagée quand même assez tard. J'avais des camarades, quand je suis rentrée à Saint-Cyr, qui également engagés tard, mariés, des enfants, et là se retrouvent dans une chambre troupe, donc une chambre entre 6 et 8 personnes, et à devoir tous les matins se réveiller ensemble, manger ensemble. C'est vrai que c'est pas forcément évident et donné à tout le monde. Et donc, à la fin de cette préparation, là où vous dites: «OK, c'est fait pour moi», vous allez voir votre recruteur, vous dit: «OK, en avant, et officier», et vous partez à Couette. Je voudrais juste dire quelque chose sur votre parcours, c'est que vous n'avez pas été recruté comme spécialiste. Vous n'avez pas été recruté comme une ingénieure. Vous avez choisi ce qu'on appelle la voie commandement, c'est-à-dire, vous avez dit: «Non, moi je veux être un soldat, une combattante et commander à des soldats». Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi pas, vous dire: «Bah, moi je veux être une spécialiste, NRBC, mais en tant que, scientifique presque»? Mmh. Parce que c'est vraiment le côté humain et le côté, enfin là, le travail avec l'humain, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée et du coup, m'avait plu dans la partie quand je travaillais justement en vente avec mes équipes de vente. C'était vraiment hyper intéressant. Et c'est ça, en fait, qui m'intéressait. C'est le commandement qui était intéressant et le fait, avant tout, encore une fois, de ne pas être spécialiste. C'est quelque chose qui me plaît, le côté biologie et le choix du deuxième RD. C'est vraiment un choix hyper personnel. C'est-à-dire que l'aspect m'intéresse. J'ai une appétence pour le scientifique, voilà, pour tout ce domaine-là. Mais je suis arrivée avec un de mes camarades saint-cyriens, complètement littéraire, et qui s'en est extrêmement bien sorti, parce que ce qu'on attend de nous avant tout, c'est d'être soldat avant d'être le scientifique, on va dire. Je n'attends pas du tout de mes hommes qu'ils aient le même niveau, voire certains ont un niveau encore meilleur que moi, parce que c'est des techniciens, et pour le coup, parfois ils sont impressionnants d'informations sur le sujet, et souvent ils se sont bâtis tout seuls. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient pas forcément de niveau scientifique, hein. Certains n'ont même pas le bac S, et pour autant, voilà, c'est leur intérêt un petit peu pour l'aspect qui les a conduits au régiment. Mais avant tout, bah voilà, ils étaient contents de pouvoir mettre le treillis. C'était l'armée, avant tout, c'était je m'engage. J'ai une notion d'engagement et de service auprès de la France qui m'intéresse. Et tiens, il y a un petit domaine qui m'intéresse, pourquoi pas cumuler les deux? Mais voilà, le domaine en lui-même est hyper personnel, plus que le soldat en lui-même qui, voilà, c'est cette semaine-là, ces 3 semaines de PMS, on n'a pas du tout parlé science. Et pourtant, je me suis éclatée. Et donc là, ce soldat qui sert le 2e régiment de dragons, qui est dans la tenue où vous êtes, avec le masque, vous dites c'est un combattant, et c'est quoi sa particularité? Qu'est-ce qu'il va faire sur le champ de bataille, et à quel niveau du champ de bataille il est? Quel va être son rôle? Alors là, on a des spécificités vraiment au régiment qui sont hyper intéressantes, puisque on est vraiment un régiment d'appui. Donc on est là pour appuyer les forces. Nous, on a l'habitude de travailler en ambiance, on peut dire viciée, hein, c'est une ambiance NRBC même en général. Donc on a des équipes qu'on appelle les équipes de reconnaissance et d'évaluation, dans lesquelles ils nous ont prêté, on va dire, leur lieu on va dire de vie presque, hein, puisque c'est là où ils s'entraînent, entre autres, où ils stockent tout leur matériel. Et ces équipes-là, ainsi que la reconnaissance mobile embarquée, pareil, des équipes qui font de la reconnaissance, et comme toute équipe de reconnaissance, ils sont vraiment au plus près de la bataille, au plus près des unités de mêlée, afin de les appuyer dans leur avancée. Donc là, comment on les appuie? Vous pouvez souvent être confronté à... il y a une grenade ennemie qui pète à côté d'une unité. Cette grenade, elle dégage un gaz un peu jaune-vert, où là, on a les équipes avec nous de reconnaissance. Elles sont mélangées avec nous. Enfin, elles sont en appui plutôt de nous. Est-ce qu'ils peuvent détecter? Oh, ils nous disent que c'est ça. Les unités de mêlée ont le réflexe d'avoir ces ANP, hein, parce que ce n'est pas une exclue.
on va dire, du deuxième RD, tout soldat, voilà, je l'ai pensé. tout soldat a son ANP, et notamment quand les risques, enfin les menaces ont été identifiées. Voilà, la personne sait que tout de suite, elle va pouvoir mettre son masque. Et nous, on est plus là pour leur apporter des conseils. Ok, là, c'était juste du gaz, enfin un petit gaz au poivre. Et donc, ça va être ce dont on parlait, c'est-à-dire un incapacitant. Donc là, l'objectif, c'est qu'avec l'ANP bien mis sur le visage, vous pouvez continuer le combat. Nickel. Quelque chose qui sera un peu plus embêtant, donc on part là sur une arme chimique, on peut avoir par exemple de l'hypérite. Là, vous pouvez avoir des petites gouttelettes qui vont tomber sur votre tenue. Là, c'est donc plutôt gaz moutarde, ce qu'on entend. On va parler sur une arme qui est assez connue. Là, la personne qui est touchée, on va lui dire ok, alors attention, tu es bien équipé, ton équipement va te protéger, donc rassurer aussi la personne. On est là aussi pour les rassurer, leur dire ok, c'est bon, on sait ce que c'est, vu ton équipement, tu ne vas pas avoir de problème. En revanche, on va t'emmener là avec nos équipes de décontamination. Donc la deuxième partie, voire même ces équipes de décontamination peuvent également venir sur l'avant. Donc ça, c'est une des spécificités qu'on a, c'est une décontamination au contact. Donc on va avoir des personnels de chez nous qui vont venir directement au devant et restaurer la capacité de cette personne. C'est-à-dire lui changer, le déshabiller correctement pour qu'il ne soit pas du tout contaminé. Et complètement, il va pouvoir, à l'issue de toute cette procédure de décontamination, de restauration de cette personne, pouvoir partir de nouveau au combat. Donc c'est vraiment un appui direct aux forces, que ce soit devant ou à l'arrière. Donc là, on aura plutôt une décontamination, ce qu'on appelle d'ensemble. Imaginons un convoi se fait attaquer par... on pourrait imaginer les menaces d'aujourd'hui, un drone qui pourrait faire un épandage de produits chimiques sur ce convoi. On se dit, ok, quel est l'objectif de l'ennemi ? Nous désorganiser, ralentir un peu notre manœuvre. Bon, et ben là, comment on fait pour nous pouvoir être au plus rapidement de nouveau actifs et que l'ennemi réussisse pas sa mission ? Et ben on a ces équipes de décontamination qui vont se mettre en place. Et donc, on a ce qu'on appelle des gros sites de déconta où là, les véhicules vont arriver, ils vont être sélectionnés, c'est-à-dire on va dire, ok, toi tu es contaminé, toi tu n'es pas contaminé, tu vas pouvoir directement repartir. Et ceux qui sont contaminés vont passer dans un chantier de décontamination de véhicules. Donc là, on a des véhicules qui sont adaptés pour ça. Et le véhicule va ressortir propre, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contamination dessus et va pouvoir repartir au combat. Donc les personnels à l'intérieur des véhicules, pareil, soit sont en ANP, soit c'est des véhicules qui sont ce qu'on appelle pressurisés. Donc à l'intérieur, on a un système de filtre qui fait que l'air n'est pas contaminé. Mais l'extérieur, voilà, on va passer, en fonction de l'arme, évidemment, on va passer une solution de décontamination différente. Et donc, ils vont pouvoir repartir au combat. Donc, c'est un vrai appui, autant sur l'avant que sur des plus grosses quantités sur l'arrière. En effet, je savais qu'au 2e régiment de dragons, vous avez aussi des équipes qui accompagnent les forces spéciales vraiment loin dans la profondeur sur le champ de bataille, pour nous décrire un peu un scénario. En gros, ils sont loin dans la profondeur en infiltration et ils font face soit à une arme chimique utilisée par l'adversaire, soit ça peut être aussi, j'imagine, des contaminations d'origine, je sais pas, dans la ville, des bonbonnes de gaz, j'en sais rien. Et là, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Quels outils il utilise? Comment il fait pour détecter ou comprendre qu'il y a une menace chimique, radiologique en cours? Alors déjà, il faut savoir que chaque soldat, tel qu'il est dans n'importe quelle unité, il a déjà des petits capteurs sur lui. Donc on a du papier, ce qu'on appelle le PDF1. Donc c'est du papier qui va être collé soit sur leurs chaussures, sur leur casque, sur leurs armes, et en fait qui va se colorer d'une certaine façon. En fonction du coup de la coloration, ça va nous orienter sur une famille, ce dont on parlait au début, donc soit un vésicant, un suffocant, un toxique. Enfin, on a toutes ces possibilités là, plutôt pour le côté chim. Également, on va avoir les adjudants d'unité qui, eux, ont une formation spécifique. Ils viennent notamment sur Saumur pour se former. Et en fait, c'est eux nos référents NRBC
au sein des unités. Donc ça, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont souvent, je dirais pas les grands oubliés, mais quand on arrive, c'est le NRBC, il n'y a que vous qui savez. Non, il y a, au sein de chaque unité, il y a une personne, en tout cas, qui sait utiliser des moyens de détection. Donc là, en particulier, il a, à son niveau, il a ce qu'on appelle un AP4C, donc ça c'est pour le côté chimique, avec en fait différentes, en fonction de ce qu'il voit détecter sur son AP4C, il va pouvoir orienter ensuite en se disant tiens ça a priori ça sera plus on s'oriente plutôt sur un gaz donc du coup chime plutôt du sarin plutôt de l'hypérite plutôt n'importe quoi et en fait ça va vraiment lui permettre lui il va juste faire remonter toutes les informations qu'il a pu avoir et au-dessus de lui on va avoir une personne spécialiste du domaine qui va le guider et qui va lui dire ok là vu ce que vous avez détecté on a ça. Pour en venir aux Gauss, donc eux, ils vont en effet être déployés vraiment dans la profondeur. Eux, ils ont du matériel vraiment spécifique de détection qui est plus que de la détection, mais presque de l'identification. C'est-à-dire là, on n'a pas seulement détecté quelque chose, c'est que avec le matériel qu'on a, on va pouvoir vraiment dire ah là c'est tel produit. Et parfois, comme on dit, c'est peut-être pas l'arme chimique sur laquelle on va tomber, mais plutôt ce qu'on appelle, nous, les précurseurs. Donc ces fameuses, comme on disait des crêpes, ce fameux lait, cette fameuse farine pour préparer son toxique, et ben on va parfois tomber là-dessus, et on va se dire, oh là, ça, je sais à quoi ça sert à fabriquer telle chose. Donc si c'est présent ici, c'est que peut-être la menace risque d'être sur plutôt cette arme-là, l'utilisation de cette arme-là. Pour revenir sur, vous dites le Gauss, c'est les forces spéciales qui sont loin dans la profondeur et donc qui sont conseillées et qui sont appuyées par ces soldats de NRBC du 2e RD. Je crois que vous nous avez ramené un instrument qui justement vous permet de détecter. Est-ce que vous pouvez nous montrer et nous expliquer comment ça marche? Alors, du coup, ici, ça fait partie plutôt des instruments qu'utilisent nos équipes de reconnaissance et d'évaluation. Donc là, dont fait partie, voilà, c'est une petite partie de ce qu'on appelle la section Gauss. Ils utilisent aussi, entre autres, ce modèle-là. Et en fait, ça permet, avec un tout petit échantillon qu'on va poser juste ici, d'avoir, dedans, il y a une banque de données, que ce soit sur des toxiques de guerre ou des toxiques industriels. Puisqu'on peut tout à fait tomber sur une attaque utilisant du chlore. Le chlore n'est pas spécifiquement, ou même on peut parler d'ammoniac. L'ammoniac qui est souvent utilisé en industrie pour refroidir en tant que produit qui va servir justement dans tous les appareils qui refroidissent. Et ce produit, il faut savoir qu'il est très dangereux. C'est un produit industriel, beaucoup utilisé dans l'industrie. Bon, nous, on doit savoir qu'il est présent. Notamment, entre autres, parce que cette cartouche, c'est une cartouche, ce qu'on appelle type guerre, par exemple, ne va pas filtrer l'ammoniac. Donc c'est là où, tiens, le petit domaine, le petit personnel du 2e RD va se dire, ah, attendez, là, on est en train de tomber sur un produit, il va falloir faire hyper attention, parce que la cartouche qu'on a actuellement, elle fonctionne pas. Et donc là, on va partir sur une cartouche, ce qu'on appelle à spectre large. Et ça, c'est anticipé par les chefs. Tiens, on sait que dans la zone dans laquelle on va aller, qui sont souvent des zones maintenant urbanisées, on va tomber sur des industries. Ah, ces industries, qu'est-ce qu'elles utilisent? Donc ça, c'est vraiment le regard de l'officier, on va dire NRBC, qui va regarder, il va dire, ah, attendez, il y a présence de telle industrie. Ah, cette industrie, elle va plutôt utiliser tel type de produits chimiques, qui sont des produits tout à fait classiques que vous pouvez trouver partout. Dire, ah, attention, s'il se passe quelque chose dans cette industrie, s'il y a une explosion ou si elle est visée, accidentellement ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort? Et donc ça, voilà, ça fait vraiment partie des outils qui sont très pratiques parce qu'ils ne servent pas seulement... Enfin, là, on est au-delà de la détection. Là, on identifie réellement le produit que c'est. Donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant pour nous. Et sans parler de laboratoire de théâtre, c'est vraiment quelque chose qui va, pour les personnels du 2e RD, qui vont vraiment les aider à discriminer, à dire tout de suite, ok, là, on est sur tel produit, on va pouvoir adapter notre protection. Je peux regarder?
Pour ceux qui nous écoutent plutôt que qui nous regardent, en fait, c'est une espèce de grosse télécommande et il y a un écran avec, j'imagine peut-être le nom du gaz ou de la substance qui apparaît et alors là, il y a une sorte d'endroit où c'est quoi? Si c'est de la poudre, vous mettez, C'est ça, là c'est plutôt de la poudre. Après on a d'autres matériels, donc on parlait de l'AP4C là, qui est plus dans la détection. Là c'est une espèce de, enfin voilà, c'est pareil, un peu comme une grosse télécommande qu'on va passer avec un tout petit embout qui va aspirer l'air en continu et donc qui va nous dire, qui va détecter dans l'air. Là ça va être plutôt pour des produits solides, donc on va juste placer ici et on va avoir ce bout là en fait qui va venir un peu se coller à ce produit et qui va permettre de détecter, d'identifier le produit en question. On a un parallèle à ça, une deuxième télécommande, on va dire, qui est à peu près qui est même complètement de la même taille et qui lui va plus servir pour des liquides par exemple. Donc on a un peu tout et l'objectif étant d'identifier au plus tôt pour pouvoir répondre avec des nouveaux, on va dire améliorer le confort du soldat et améliorer sa protection. On va dire, tiens, on va détecter quelque chose. Quand je dis confort, c'est est-ce que je l'autorise à l'enlever, son ANP? Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Il a détecté quelque chose. Ah, en fait, c'est que ça. C'est que tel produit. C'est que de la farine. Bon, bah, c'est bon. Tu vas pouvoir enlever ton ANP. Parce que le soldat, il faut pas se leurrer. Hein, passer quelques heures avec ça, c'est très long, c'est très compliqué. Tirer, on s'entraîne beaucoup à faire du tir sous ANP, ça, tout le monde le fait, toutes les armes le font, mais c'est pas si évident que ça, et donc c'est des entraînements qui doivent être faits, mais plus on peut faciliter la vie du soldat, mieux il vivra sa guerre, quoi. Ah, mais je pense que c'est l'utilité principale de ce type d'arme, c'est aussi pour une armée de rendre l'ennemi incapable de poursuivre sa conquête ou au contraire sa défense. Donc c'est vrai qu'au plus tôt vous les repérez, le plus tôt on peut reprendre le combat. Ok, super intéressant. Et donc ça, c'est l'outil, je dirais, du combattant du deuxième RD qui est vraiment loin en première ligne. Mais tout à l'heure, vous avez parlé à l'arrière, il y a celui qui va réceptionner les militaires contaminés et les décontaminés. Vous avez utilisé beaucoup ce terme. Moi, je me souviens, en fait, ce terme, ça m'évoque énormément les années Covid, où d'ailleurs, on vous a pas mal découvert aussi. Vous avez été mis au premier plan parce que vous aviez des capacités de décontamination qui ont été utiles face. Alors là, j'imagine, c'est quoi? C'est un risque plus bactériologique, c'est ça? Alors là, pour le coup, oui, on va être vraiment dans le biologique même, plus que la bactérie, parce que là, on parle d'un virus. Hein. Donc là, c'est vraiment les capacités, en effet, de décontamination qui ont été mises en avant. Il faut savoir, on parlait du Théâtre National, on se dit, mais en fait, elle nous a dit qu'on était surtout déployés à l'extérieur, donc pourquoi travailler sur les Théâtres Nationaux? En fait, on a une règle au régiment. On peut appuyer, quand on travaille sur le Théâtre National, on appuie les forces. Et on appuie les forces, notamment on va dire, on a une espèce de règle. On a une règle, la règle des 4 I. Donc, c'est-à-dire qu'on appuie les forces, on appuie le théâtre, que si les moyens du théâtre sont inexistants, s'ils sont insuffisants, inadaptés, indisponibles. Donc, en fait, c'est vraiment la règle. Tant qu'il y a quelque chose qui apparaît, et là, pour le coup, c'était... on avait des moyens. Ils n'étaient pas inexistants, ils étaient bien présents. On peut décontaminer. Sur le Théâtre National, on a des personnes qui le font. Ils étaient complètement adaptés. Hein. Cependant, ils sont adéquats, mais ils sont insuffisants. Et en fait, là où le régiment il y a eu un focus un peu sur nous, c'est que le régiment étant régiment unique, on est à peu près 1000 personnes hein, sur ce régiment, un tout petit peu moins je dirais quand même, mais ça reste une force de personnes qui est disponible pour le Théâtre National et se dire ok, les gars, vous êtes nombreux, aujourd'hui le Covid touche énormément de personnes, est-ce que vous avez les capacités d'aider et d'appuyer justement les forces et le Théâtre National pour dans cette décontamination et afin que on continue à travailler parce qu'on a vu hein, le Covid, c'était quoi le problème? Souvent c'était une personne contaminée, ils sont 5 à travailler dans cet endroit, les autres, les 4 autres risquent d'être contaminés aussi puisque
il faut se rappeler, voilà, le virus en lui-même, c'est une entité qui ne peut pas survivre en dehors de l'être humain. Le virus, il se développe dans l'humain. Et donc, le Covid, ce qu'il y avait de vraiment particulier avec, c'est qu'il pouvait rester très longtemps sur des surfaces. Donc nous, c'était un vrai problème, parce que on se disait, ok, il faut une vraie décontamination des surfaces afin que les personnes arrivant juste après, une personne contaminée, voilà, qui se lève, qui s'en va, qui se dit, ok, je suis malade, je m'en vais. Mais au final, son poste de travail était encore contaminé, il possédait encore le Covid pendant un certain temps. Donc nous, il fallait vraiment qu'on rentre au plus tôt, donc cette capacité de restauration, comme on disait, des capacités, et d'avoir les personnes qui venaient et qui décontaminaient les endroits pour pouvoir réutiliser ces endroits. Donc là, on a pu appuyer un peu partout, on a été déployés, que ce soit en France ou même à l'étranger, hein. Surtout nos théâtres, même d'opération, on a eu des petites entités qui venaient. Alors, c'était pas seulement pour décontaminer. Encore une fois, on est en appui des forces. Et donc, on a aussi appris, on va dire une deuxième partie du Covid, hein, à aider les gens à savoir décontaminer. Parce que c'est un savoir-faire que nous, on a. Mais après tout, on est là aussi pour former. Là, je me souviens, on était en 2019, je crois, le moment où on commence à entendre parler de tout ça. Vous, à ce moment-là, vous étiez chef de section? Non, à ce moment-là, justement, j'étais en pleine formation. Et ça, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on a vu à ce moment-là le régiment être déployé. Alors, on rangeait un peu notre frein en disant, attends, c'est vraiment le moment où j'aimerais arriver au régiment et pouvoir aider. Parce que, en fait, je pense que le Covid a généré pas mal ça, hein, dans la tête des gens. On a vu tous les soignants qui étaient très sollicités. Et en fait, avec cette appétence au service, hein, on ne s'est pas engagé pour rester assis sur sa chaise et regarder les autres faire. C'est vraiment, on avait envie de servir. Et on s'est dit, ok, ça nous faisait plaisir de voir que le 2e RD était employé et de se rendre compte que là, ils servent, ils appuient complètement les forces et ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont vu, notamment le biologique. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose de facile, hein, pour nous. On n'a pas de moyens de... Aujourd'hui, la détection biologique, c'est quelque chose qui est en gros travail. C'est des détections un peu d'avenir. On travaille beaucoup avec même des industriels dessus, hein. C'est quelque chose qui se développe, qui est très très intéressant. Et donc nous, ça nous a permis de travailler dans ce domaine-là, qui est pas... On va dire, on est beaucoup concentré surtout sur le chimique. Donc là, le biologique, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc c'était chouette. Et d'être en formation à ce moment-là, on voyait un peu tout le monde sortir. Et on est arrivé au régiment. Enfin, moi, quand je suis arrivée au régiment, j'ai pu avoir dans ma section pas mal de personnes qui avaient été déployées. J'en ai certains qui avaient été déployés en Guyane. Il y en a qui ont été déployés en Polynésie française. J'en ai certains qui avaient pu être sur la décontamination du Charles de Gaulle. Certains avaient décontaminé des hélicoptères transportant des personnels qui avaient été en situation d'urgence Covid. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant d'entendre tout ce qu'ils avaient pu faire. Et ça nous a beaucoup apporté. Parce que là, on est exactement dans le même cas de la substance chimique ou du gaz qu'on ne peut pas sentir, on peut pas le voir, on ne sait pas qu'il existe, et il peut mettre au tas une compagnie, il peut impacter la population. Est-ce que pendant cette période, il y a eu un moment où il y a peut-être eu un déclic et on s'est dit, en fait, on est en guerre contre un virus, quelque part, c'est votre cœur de métier? On aurait tendance au régiment à dire moins on est employé, presque mieux c'est, parce que ça voudrait dire que l'arme n'est pas utilisée, enfin que la menace NRBC n'est pas quelque chose d'important. Force est de constater que ce soit pour les conflits qu'il y a actuels ou passés, ou enfin bref, que ce soit au niveau de nos alliés comme de nos compétiteurs, on n'est pas du tout au chômage. Vous croyez que ce qu'on appelle des armes de biotechnologie, que ça peut être utilisé dans l'avenir? Est-ce que, je ne sais pas, sur les théâtres contemporains, est-ce que c'est quelque chose qui est très présent? La menace, on peut même ouvrir la menace NRBC sur les conflits, par exemple en Ukraine ou au Proche-Orient? Alors ça, c'est
pour le coup très particulier, mais ce qu'on pourrait là pour l'instant c'est plus de la supposition. Encore une fois, il faut comprendre que ces armes ont été utilisées pendant un certain temps. Elles sont l'arme chimique par exemple, elle est quasiment aussi vieille que la guerre, voire plus vieille que la guerre. Sur les premiers conflits entre avec même il y a eu des scientifiques qui ont découvert que des soldats romains avaient été contaminés dans des espèces de tranchées. Bref, là, on va dire, je crois que c'est une attaque en 236 après Jésus-Christ. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très particulier où il y avait une vingtaine de soldats romains, je crois, qui avaient été contaminés. Et en fait, ils se sont dit comment ils ont pu avoir, et c'est un espèce de suffocant qui a été créé à l'époque avec du charbon de bois. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Donc l'arme chimique, aussi vieille, voire plus que la guerre. Et maintenant, des conflits, donc Première Guerre mondiale évidemment avec Ypres et la première attaque, première utilisation du gaz moutarde. Ok, donc là on se dit on grimpe. Et après, vu ces utilisations, vu que ça fait peur, le côté encore, on en parlait au début, mais de guerre non juste, puisqu'on ne voit pas son ennemi en face, on ne peut pas le combattre, et ben de ça, ensuite a été amené à créer des conventions. On parle notamment de la convention qui a été signée par énormément de pays, dont la France, la Russie, les États-Unis. Et cette convention interdit le stockage de ces armes, la production. C'est vrai que c'est quelque chose qui, on se dit, ok, c'est ancré. Les pays, comme on entend aujourd'hui, des grosses nations comme on entend aujourd'hui, on se dit, bon, ok, elles vont signer ça, elles vont pas l'utiliser. Cependant, on parlait encore de ce petit gobelet, je reviens encore dessus, ce qu'on appelle un incapacitant. Aujourd'hui, on a des premiers signaux d'alarme en se disant, tiens, ces petits incapacitants-là, qui sont voilà, du gaz un peu, que pourraient utiliser les forces parfois de sécurité pour se désengager, ce genre de choses. On se dit, tiens, est-ce que ces grenades-là, elles sont pas été utilisées en Ukraine pour dégager des soldats de leurs tranchées. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, on se dit, attention, là on touche sur un domaine qui est un peu particulier, ça nous titille un peu. Alors, c'est une guerre de communication, hein. Et pour le coup, le chimique est vraiment, comme on disait au début, comme ça fait peur, quelque chose qui est utilisé dans le côté un peu terrorisme, hein. Donc, tiens, on va aller sur quelque chose. Ah, attention, faisons attention à ce qu'on entend. Voilà, guerre de communication, hein. Est-ce qu'ils l'utilisent vraiment? Et si on commence à utiliser ça, est-ce qu'on ne va pas être capable d'utiliser encore quelque chose de, on va dire, une vraie arme comme on l'entend aujourd'hui, comme de l'hypérite, comme du sarin, ou ce genre d'armes chimiques qui sont connues. D'ailleurs, je crois que juste après l'invasion de l'Ukraine, vous êtes parti en détachement en Roumanie en mission. En fait, c'était ça la mission, c'était être capable d'armer une force pour faire face à une éventuelle menace chimique, radiologique? Alors exactement comme aujourd'hui le nucléaire existe en France, enfin l'arme nucléaire, pourquoi elle existe? C'est une arme de dissuasion. Et donc le principe de la mission Aigle, c'est un principe de dissuasion, c'est-à-dire que c'est une mission niveau OTAN. Donc on travaille avec des alliés. Là, pour le coup, j'ai eu la chance de partir en effet en 2023 sur la mission Aigle. Il y avait notamment des Belges avec nous. Lors de mon mandat en 2023, on avait également des Luxembourgeois présents sur place. Donc on a pu enfin voilà, on peut discuter. Ça fait partie des missions qui sont assez intéressantes parce que ça nous permet vraiment de travailler avec nos alliés et de voir un peu quelles sont aussi leurs procédures. Mais la localisation précise de cette mission, c'est pas pour rien. C'est vraiment il y a un côté dissuasion. Ok, les alliés sont présents à la frontière du conflit ukraino-russe. Alerte, on vous signale, ne dépassez pas la limite de la frontière de nos alliés. On est présent et on est capable de. Et là, pour le coup, avoir mis le 2e RD à ce niveau-là, c'est aussi pour dire, comme pour les JO, le spectre de la menace, il est complet.
C'est-à-dire que si vous nous attaquez, sachez qu'on a prévu toutes nos défenses pour tous les spectres possibles sur lesquels vous pourrez nous attaquer. Donc je crois que la France, ça fait partie des très rares nations à être capable d'armer une force face à cette menace NRBC. Je me trompe? Non, on a, en effet, on a, aujourd'hui, on a les Italiens qui sont capables de le faire aussi. Évidemment, en face, il y a la Russie, qui est capable aussi et les États-Unis. Donc ça fait vraiment partie, des personnes enfin de ces forces et nous, on est assez fiers, d'être le régiment unique, pour l'armée de terre, en tout cas, qui travaille dans cette spécialité et qui apporte pour la mission Aigle le retour des savoir-faire. Parce que le NRBC était un peu, je dirais pas ou le grand oublié, mais c'est vrai qu'on n'utilisait plus trop. Au niveau des conflits, on avait un peu mis de côté ça. Aujourd'hui, on se dit attention, comme ça fait partie des possibilités qui sont un peu angoissantes, hein, ça fait, comme on dit, hein, le fait de ne pas le voir, de ne pas le sentir, ça fait peur. Il faut qu'on se réapproprie les savoir-faire et être notamment parti sur cette mission en Roumanie a permis de travailler avec les unités de mêlée et de dire « Ok, les gars, nous, on peut être avec vous, on peut vous appuyer, mais on ne sert à rien si vous ne savez pas utiliser aussi les appareils de protection qui vont vous permettre de travailler en zone contaminée. » Donc nous, ça nous a permis à la fois de nos personnels de se réapproprier le combat, vraiment de ne pas être le petit technicien dans son coin. On est avant tout des combattants. Et donc on a pu travailler avec les unités de mêlée, être parfois embarqués, nos équipes de reconnaissance et d'évaluation. Ils ont fait une mission au sein d'un VBCI, par exemple, ou même d'un Griffon. Ok, on rentre dans un Griffon, on va avec l'unité de mêlée et on va aller dans une maison qui nous a été indiquée comme suspecte. Ah tiens, à l'intérieur de la maison, exercice, on trouve un laboratoire clandestin. Et ben nous, voilà, être vraiment intégrés dans cette équipe-là, connaître les savoir-faire du combattant de base. En fait, on est tous en vert, on doit tous savoir combattre. Et nous, on va dire, ce petit truc en plus, c'est qu'on doit savoir le faire, mais en plus, on doit savoir le faire avec l'ANP sur la tête. Là, je regarde, vous avez emmené quelques photos. Ça, c'est toutes des photos prises en Roumanie pendant la mission Aigle. Donc on voit des militaires du 2e RD qui font donc là c'est des exercices, des entraînements pour préparer les forces de l'OTAN à la frontière russe, être capable de déployer ses capacités en cas d'attaque. Là on voit, c'est intéressant, en fait c'est des prélèvements, c'est ça? Exactement. Là, ils venaient de prendre d'assaut la maison. Et une fois qu'ils avaient pris d'assaut la maison avec l'équipe d'infanterie, on a l'infanterie qui fait la sécurité autour. Et on a ces équipes de reconnaissance et d'évaluation qui viennent effectuer des prélèvements. Et ces prélèvements, ensuite, ils sont envoyés un peu plus sur l'arrière. Et on va avoir ce côté identification, se dire, OK, comme on disait, soit on a directement l'arme, soit on a plutôt ces précurseurs et on se dit, attention, là, ils étaient en train de synthétiser quelque chose de pas clair. Il va falloir qu'on adapte nos protections. Je trouve ça dingue. En fait, je me dis que déjà un soldat aller être engagé sur un terrain et se dire on va faire face à un ennemi bon avec un flingue, mais être celui qui va aller faire face non pas à un soldat ennemi, mais potentiellement à un gaz, potentiellement à une suspicion. Enfin, je trouve que c'est un courage supplémentaire, un truc complètement différent, quoi. Là, on voit les fameux combattants du 2e RD qui font l'investigation de la pièce avant de faire les prélèvements. OK pour cette mission en Roumanie. Alors, je crois que vous êtes partis dans plein d'autres théâtres. Le 2e RD, vous êtes un peu partout. Et alors, je sais que vous avez fait, donc quand vous étiez à Sentinelle à Paris pendant les JO, vous étiez avec en plus, je crois, mon régiment, donc dont mon chef de corps qui commandait le bataillon de génie, donc la Légion. Et ensuite, vous avez refait une autre mission avec la Légion, au Liban cette fois. C'était quoi la lettre de mission? Alors pour le coup, la mission avec la Légion, c'était en 2022, donc c'était avec le premier REC, donc premier régiment de cavalerie, étranger de cavalerie. Et là, on a une mission un peu particulière. Je garde évidemment ma casquette NRBC, on va dire ça comme ça, puisque sur le théâtre, j'ai une toute petite équipe de personnel. Pour le coup, il y a un groupe, on va dire pour parler militaire, un petit groupe de personnel qui est là et qui lui va effectuer sur le théâtre pour le régiment
il aura la mission de faire des PMSO, donc des plans de maîtrise sanitaire opérationnels. Donc ces gens, en fait, ça va nous permettre de décontaminer, on va dire, du matériel qu'on va renvoyer en France. Ce qui se passe également en Roumanie d'ailleurs. On a cette mission de PMSO. Donc tout ce qui rentre sur le théâtre, sur le territoire national, tout ce qui rentre de ces différents théâtres sont décontaminés afin de ne pas transporter on va dire de bactéries ou même d'insectes ou n'importe quoi en fait, qui pourrait être présent sur une malle comme ça et qui pourrait arriver en France. On se dit non, c'est pas l'objectif, c'est qu'on rentre avec du matériel propre. Ok, donc il y a cette mission, ça c'est vraiment quelque chose de particulier. Et pour le coup, donc avec ma casquette NRBC, j'étais un peu le référent. Donc pour le chef de corps du 1er REC qui était déployé là-bas, il avait un CO, donc son centre opérationnel au complet, avec la plupart du temps des gens de son régiment. Et je faisais partie de ces extérieurs, ajoutés à son groupe de commandement, et dire, bon, ok, s'il y a, quel que soit l'incident qui pourrait être arrivé sur le territoire, sur notre zone, on va dire, notre zone d'action, s'il y a quelque chose, eh ben, je sais que je peux aller voir ma lieutenant, parce que j'étais à l'époque lieutenant. Ok, je vais appeler la lieutenant, je vais lui demander des conseils, parce qu'on a la casquette de conseiller NRBC du théâtre. Donc ça faisait partie de mes missions, conseiller le chef, et lui dire, ok, mon colonel, là on est face à quelque chose on a l'impression que c'est hyper impressionnant, que c'est dangereux et tout, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de très grave, on va pouvoir mettre des cordons de sécurité, enfin bref, on a pas mal de choses en place. L'avantage au Liban en plus, c'est qu'on a un petit détachement de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est également présent sur place, donc ils ont leur mission spécifique, mais entre autres on peut s'appuyer également sur eux. Parce qu'ils ont, comme on le disait, hein, sur le territoire national, c'est eux qui travaillent aussi sur ces risques-là. Donc on peut avoir eux en appui avec leur technique. Donc c'est hyper intéressant. Donc j'avais cette mission-là. Et j'avais une autre mission, là c'était plus dans la barrette opération. Donc là, plus rien à voir avec le régiment. C'était vraiment... l'objectif, c'était de travailler les forces françaises qui sont sous mandat ONU. Donc on travaille donc, au sein de la FINUL. Et au sein de la FINUL, moi, ma mission, c'était entre autres de créer des patrouilles de reconnaissance entre les Français, les Finlandais qui sont avec nous sur place, et dans le même camp d'ailleurs, et les forces armées libanaises, donc les FAL. Et l'objectif de l'ONU, notamment là-bas, c'était de sécuriser la zone, de continuer à sécuriser la zone du Sud-Liban. Et donc mon objectif, c'était d'avoir ce lien entre les Finlandais et nous. Donc c'était très intéressant d'avoir des patrouilles communes, de connaître la région, d'aider en fait les forces armées libanaises à la sécurisation de ces zones-là. En parlant des Finlandais, j'ai lu récemment que donc eux, à la frontière russe, en fait, ils sont pas du tout dans le même état d'esprit que nous face à ces menaces atomiques, radiologiques, chimiques. Je crois que Helsinki, c'est une ville où il y a une ville sous la ville où tout est bunkerisé en cas d'attaque atomique. La menace atomique, ça fait aussi partie de vos attributions. Est-ce qu'on peut se préparer à ça? Alors, évidemment, c'est compliqué de se préparer à ça. Ce qu'on a, nous, c'est plutôt, on va dire, de la détection et nous permettre, nous, on va se préparer, là, ça va être peut-être parfois un peu plus au niveau officier, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, nous, on est préparé à dire, ok, sur une carte, on va pouvoir vous dire, ça, c'est une zone dangereuse dans laquelle il ne faut pas aller, ce qu'on appelle la zone d'exclusion. Et après ça, on créera sur une carte une zone de danger, ce qu'on appelle la zone de danger sous le vent. Donc c'est une zone de danger sur une carte où on va dire, ok, toute personne de la force qui traverserait cette zone doit être en niveau 4M, c'est-à-dire avec la tenue, l'ANP sur la tête, enfin bref, tout, voilà, le capuche, tout fermé, toutes les points de détection dont ce qu'on parlait du PDF1, installés partout, les surbottes, les gants, tout. Cette personne, elle va pouvoir traverser la zone, elle n'aura pas le droit de s'y stationner.
mais elle aura le droit de la franchir. La zone d'exclusion, c'est vraiment une zone où on se dit, voilà, il ne faut personne dans cette zone-là. Et la menace nucléaire, évidemment, c'est quelque chose qui est hyper marqué. Et on a à ce moment-là des appareils de détection. Là, on dit, justement, on parlait de l'adjudant d'unité. Lui, à son niveau, en plus de l'appareil CHIM, il a aussi des appareils RAD de radiologie, en fait, qui vont détecter en fait, les nuages contenant des poussières radioactives et qui vont dire ok attention, là on rentre dans une zone, il y a un nuage radioactif qui arrive sur nous, il faut qu'on ait l'ANP, il faut éviter de respirer ce nuage. Voilà, c'est ce genre de truc qu'on va travailler pour éviter d'être contaminé, on va dire, par les poussières radioactives. Parce que ça fait quoi un nuage de radioactivité? Ça va faire quoi sur un corps? En fait, c'est plus sur le corps en lui-même, on va pas avoir ce qui va nous faire peur en fait sur le côté radioactif, c'est justement la radiation. Irradier, voilà, le côté, en fait, vous êtes à côté d'une source qui crache beaucoup de de radioactivité en fait, et sur le corps qui va avoir des impacts assez particuliers. En fait, ça risque de faire muter les cellules. En fait, vous risquez bref, D'avoir un quatrième bras qui pousse. Ok. à mon avis, vous serez mort bien avant d'avoir le quatrième bras. Mais bref, c'est vrai que la radioactivité, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et pour le coup, on le sait que ça va plus être le cas d'accident rad, comme là, on a tous en tête Tchernobyl, parce que c'est vieux, et on a en tête Fukushima, surtout actuellement où il y a les travaux encore qui sont en cours et qui vont sûrement durer encore entre 30 et 40 ans. Bon voilà, c'est quelque chose qui est assez impressionnant et qui nous pourrait justement être le genre de... On se dit, on a en tête également, là je parle de 2 catastrophes, on a quelque chose qui actuellement, avec la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine, bon c'est quelque chose, on se dit, tiens, attention, c'est un point, là pour le coup, on va dire n'importe qui dans le monde va vous dire, ouais attention, c'est une zone dangereuse, oui, c'est une zone dangereuse, donc on sait que c'est très surveillé, parce qu'on veut éviter les accidents. Quand on parle d'armes, après, en soi nucléaires, donc le côté un peu dissuasif va plus être sur le fait que, de toute façon, quand la bombe va tomber, on sait que dans un rayon assez important en fonction de la puissance de cette bombe, c'est pas le côté radiologique qui va nous poser problème, c'est en fait le côté physique, la destruction physique propre de la bombe qui pose problème plutôt que la partie contamination de la zone par la suite. D'accord, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelques mois ou il y a quelques années, en entendant parler de Helsinki et ses bunkers sous la ville, on se dit: «Bon, enfin, ils sont peut-être qu'ils vont un peu trop loin». Et là, aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec les tirs de missiles balistiques qu'on a pu voir entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'on a le bon état d'esprit par rapport à ça? Est-ce qu'il faut qu'on se prépare plus à ce type de risque et d'éventualité? Là, l'avantage, c'est que on est dans une période où justement ces risques-là sont de plus en plus pris en compte. Notamment parce que on a des conflits qui font que, malheureusement on le sait, hein, tous les conflits précédents, à chaque conflit, avancée technologique. L'avancée technologique de dingue de la Seconde Guerre mondiale, voilà, en fait tout conflit fait que on travaille sur les menaces de ce conflit-là. Donc là, la menace NRBC, elle a été prise en compte. Et c'est vrai que nous, on le ressent au niveau du régiment. On a une grosse avancée même de l'armée de terre, hein. On a de plus en plus une montée en puissance de l'armée de terre. Aujourd'hui, on parle de l'armée de terre de combat. C'est pas pour rien. On est assez de l'armée de terre de contact à l'armée de terre de combat. C'est vraiment une armée qui a pour but, quand on porte le treillis, comme on disait, on est avant tout combattant avant d'être spécialiste. Nous, on le sent. Nous, on sent que petit à petit, il y a ça qui est mis. Et pour revenir sur le deuxième RD, on a des capacités qui aujourd'hui existent et qui doivent être développées. Donc c'est en cours de développement, on n'a pas encore, rien que l'année prochaine, on sait qu'on va quand même toucher, on va avoir les Griffons arriver au régiment. On sent que le régiment, voilà, il est de plus en plus, il a une montée en puissance aussi. Quand on voit derrière nous, hein, on a pas mal de technologies qui sont des technologies qui sont pas vieilles de 40-50 ans. Quand on voit qu'en une simple télécommande, on peut avoir des outils, un outil d'identification qui tient dans la main, on se dit ok, en fait là on a quelque chose qui
qui est pas vieux et qui voilà, a quelque chose on rentre dans une armée, dans une guerre un peu moderne et même parfois un peu futuriste. Hein. On regarde certaines techniques, on se dit waouh. On pourrait regarder un film un peu de science-fiction. Non, c'est quelque chose qui existe et qui doit continuer à évoluer. On est encore, on va dire, un peu au balbutiement encore de ce que pourra devenir la spécialité plus tard. Et si on retire le côté mili et la préparation de l'armée de terre, moi je suis à Paris et j'entends à la radio qu'il y a eu une attaque atomique avec un risque radiologique qui s'étend sur telle zone et tout. Il y a des trucs que je peux faire pour me préparer. Moi j'ai vu que dans les pays de la Baltique, là, ils ont envoyé des listes avec des équipements à avoir à la maison, je sais pas, les pastilles d'iode et tout. Je sais pas, vous avez des conseils pour ce genre d'éventualité? Alors en fait, je dirais pas que tout est déjà prêt, mais en tout cas en France, sans parler du risque nucléaire qui pour l'instant reste quand même, et encore une fois, la France, elle a cette arme nucléaire justement pour dissuader d'autres pays d'utiliser la leur. Donc en fait, nous on se base surtout sur, ok, la France a ça, donc on va pas rajouter encore plus et demander aux gens de se préparer. Cependant, on va dire sur le territoire national, on a déjà des mesures qui sont en place. Là, vous êtes à Fontevraud, pas très loin, peut-être en passant, vous l'avez vu, mais il y a la centrale de Chinon. C'est une centrale nucléaire. On se dit, bon, voilà, les gens qui sont autour de cette centrale, qu'est-ce qu'ils font s'il se passe quelque chose? Et bien, toutes ces personnes-là sont déjà prévenues. Il y a un petit rayon autour de cette centrale dans lesquelles les personnes ont déjà chez elles des pastilles d'iode. Et il y a un deuxième cercle, ces personnes sont prévenues, dans lesquelles chaque personne doit aller chercher sa pastille d'iode. Donc les pharmacies sont déjà équipées en cas d'accident, on a un certain stock et ils ont une liste de toutes les personnes qui sont censées venir chercher chez eux. Donc en fait, on a déjà sur le territoire national des plans, ce qu'on appelle des plans, voilà, de sécurité. S'il se passe quelque chose, et ben voilà comment on peut réagir. Donc ces plans-là, après, ils sont déjà créés et nous, on va dire, on n'a pas d'impact particulier dessus, encore une fois, parce que sur le territoire national, on n'est pas, ça sera pas nous les primo-intervenants, on va dire. Hyper intéressant. Alors face au risque dont on a parlé tout à l'heure, le risque nucléaire, le risque radiologique, la tenue là, elle sert à rien ou elle a un effet? En fait, avec le risque radiologique, on parle souvent d'un espèce tout de suite, pour le combattant lambda d'ailleurs, on a un petit acronyme qui s'appelle TED, c'est TED te protège. Parce que du coup, ça prête un peu à rigoler. TED te protège, pourquoi? Parce que c'est temps, écran, distance. Donc en gros, le temps, c'est on va se mettre le moins de temps possible face à une source radiologique par exemple. Écran, bah ok, derrière un mur, on va être protégé de certaines ondes radiologiques. Et distance, bah évidemment, plus on est loin de cette source-là, plus on est protégé. Donc on a le petit truc tête te protège. Donc c'est un peu rigolo, mais pourquoi pas. Et donc du coup, si cette tenue, elle va nous protéger dans ce côté un peu écran. C'est-à-dire elle va faire écran directement, vous n'allez pas être mis en contact, ça va être une partie de protection. Vous avez différentes ondes en radiologie et il y en a notamment certaines qui sont déjà arrêtées par une simple feuille de papier. Et donc voilà, en fait, on a le fait d'avoir la tenue, c'est déjà quelque chose qui va pouvoir stopper certaines ondes radioactives. Donc là, déjà, la tenue protège. Cette tenue, elle a une protection contre les vapeurs également. Donc en fait, c'est du tissu. Qu'est-ce que c'est cette tenue? Donc on appelle ça une T3P. C'est une tenue de protection à port permanent. Voilà, d'où les 3 P. Protection, port permanent. Objectif du port permanent, il faut qu'on la porte en permanence. Donc on a la tenue en tant que telle. Là, je les ai pas mis, mais on a en plus des chaussettes, une espèce de chaussettes qu'on appelle carbonées, et des gants pareil. Donc là, si j'en avais des neufs et que je les avais eus dans les mains, j'aurais eu les gants, les mains toutes noires, parce que cette tenue, elle est assez simple. C'est une tenue tissu classique qui permet aux combattants, évidemment, de continuer à combattre. Je suis presque... on est quasiment semblable. Mais la seule différence, c'est que moi, en plus de ça, qu'on voit un petit peu ici, on voit que c'est noir.
et en fait, c'est du charbon actif. Donc c'est un filtre de charbon actif que d'ailleurs vous retrouvez également dans l'ANP. Et en fait, ce charbon actif va servir de filtre. Donc au niveau des vapeurs, et la tenue, pareil, elle est déperlante. Donc l'objectif, c'est de ne pas être touché par du liquide. Donc, que ça soit des poussières rades. Donc là, on va avoir des techniques pour justement faire que ces poussières glissent en fait sur la tenue. Et du toxique, donc plutôt chimique, vapeur ou liquide, qui du coup ne vous touchera pas à travers les vêtements. Donc le TED, temps écran distance, je pense même pour les civils, c'est un bon tips. Et donc ça, c'est un écran supplémentaire, la tenue. Et vous dites que dans cette cartouche-là, bon, en fait, il y a quoi là-dedans? Vous avez dit charbon actif? Oui, on a du papier, voilà, c'est vraiment tout ça qui vont faire que des couches de papier plus du charbon actif va filtrer l'air que vous allez inspirer. Pas l'air que vous allez expirer, seulement celui d'inspirer. C'est dingue, un truc aussi simple, c'est des couches successives et ça filtre le Une grosse gaz. couche. Et en fait, vous avez... donc là, on parle de la cartouche de guerre, et on parlait un petit peu plus tôt d'une cartouche à spectre large. Donc là, on va avoir différentes couches qui vont filtrer différents toxiques. Enfin là, on parle de toxique, encore une fois, un toxique de guerre, mais là, pour le coup, c'est plutôt du toxique qu'on pourrait parler d'industriel. Comme on disait, l'ammoniac, il faut quelque chose de différent. Enfin bref, on a quelque chose, une cartouche qui est plus grosse, puisque plus de couches différentes. Donc là, c'est pour le coup comment dire, c'est pas aussi simple que du charbon actif et des feuilles. Là, on a des filtres avec des composés différents. Il y a peut-être aussi de l'espionnage, essayer de comprendre s'il y a des recherches qui sont faites. On a beaucoup parlé pendant le Covid de l'idée que des virus pouvaient être militarisés. C'est des sujets auxquels aussi vous réfléchissez, vous pensez? Alors nous, encore une fois, c'est pas forcément notre domaine. Après, on a notre culture personnelle, on va dire, qui fait qu'on va quand même se renseigner sur ce qui se passe dans les différents théâtres, dans différents conflits, hein, parce que, encore une fois, les avancées technologiques sont pas forcément positives pour l'humain. Hein. Parfois, l'humain, on a prouvé de constater que malheureusement, on a beaucoup d'imagination, souvent pour s'autodétruire. Et on est très très fort pour ça. Donc l'idée, c'est de se maintenir au courant de ce qui se fait, de ce que les gens peuvent avoir comme réflexion. Un nouveau virus. Là, pour le coup, pour le Covid, on n'a pas d'informations particulières, mais ça fait partie, il faut savoir que ça fait partie des virus qui ressemblent au virus de la grippe. Comme tout virus, c'est un virus qui mute beaucoup. C'est pour ça, d'ailleurs, pendant le Covid, on a parlé de différentes souches. Un virus, plus il va passer de personne en personne, plus il va s'étendre, plus il y aura de virus. En fait, il va se développer, et plus ils sont nombreux, plus il y a des risques de mutation. Donc en fait, on n'est pas à l'abri qu'un simple virus qui paraît lambda, qui ne toucherait pas particulièrement l'humain, un jour mute, et finalement, l'humain va être contaminé par ça. Donc ça, il faut se tenir bien sûr au courant. Là, on a des super labos de recherche en France qui sont suffisamment compétents, et d'ailleurs, c'est souvent ces labos-là qui vont créer ensuite les vaccins. Là, ça reste très loin de nous, mais on va dire que, enfin, de notre domaine ou du côté un peu militaire, mais c'est clairement des partenaires pour savoir comment s'en protéger et comment protéger les forces et la population civile. Vous ne regrettez pas de ne plus être dans les laboratoires Alors civils? non, parce que vraiment, encore une fois, le côté commandement et humain est hyper important. Et on va dire que chacun son métier. Moi, le métier que j'ai choisi, c'est vraiment être au contact de mes hommes et pouvoir se dire, tiens, je fais partie de ces acteurs qui vont aider. Voilà, les soignants, ils étaient à l'hôpital. Nous, on a eu des personnes qui étaient présents sur le territoire national à aider à décontaminer un bloc sur le laboratoire de campagne, notamment qui avait été déployé par le RMED. On a eu quelques personnes qui y sont allées pour aider à décontaminer certaines parties. Donc en fait, voilà, on fait quand même partie de ces acteurs. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'être toujours dans l'actualité, de se former sa propre culture un peu de l'actualité sur ces sujets-là, et de continuer à savoir, ça reste ma spécialité, une partie en tout cas de mon travail, de savoir se renseigner sur qu'est-ce qui se fait et comment on se protégera au mieux des futurs
potentielles menaces NRBC. Dans ma tête, j'ai un peu un cliché de l'ingénieur qui est tout seul dans son laboratoire, qui travaille sur des sujets scientifiques, pas vraiment dans l'humain. Et là, tout d'un coup, vous rentrez dans l'armée et on vous dit, voilà une section avec 30 bonhommes, 30 filles. Comment vous faites? Est-ce que votre formation civile, elle vous avez préparé à ça? Alors, ma formation civile ne m'a pas du tout préparé à ça. D'ailleurs, une formation qui pourrait préparer à... Bon, je suppose qu'il y a des formations peut-être de management ou voilà, il y a toujours des petits trucs. Mais je pense que c'est aussi propre à chacun. On a des sous-officiers qui arrivent et qui ont choisi, voilà, typiquement, qui ont vraiment choisi de se dire, moi j'ai envie de commander, j'ai envie d'avoir un petit groupe de personnes, voilà, ils ont 8 personnes, enfin 7 personnes à commander, voire moins. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et moi, bah, c'était ça, mais version encore un petit peu au-dessus, quoi. Et ça a fait quoi? Vous êtes arrivé, d'un coup, vous sortiez encore une fois d'un métier où il y avait peut-être pas ce contact humain, ou en tout cas peut-être on parlait de management, mais pas vraiment de commandement. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui vous a formé? Alors déjà, je pense qu'on a un avantage, c'est que quand on a cette formation, on a 1 an, quand on rentre, on a quand même 1 an de formation purement militaire à Saint-Cyr-Couët-Quidan, donc l'école des officiers. Et là, vu qu'on a que 1 an, voire même un petit peu moins d'1 an, on fait vraiment que ça. On apprend les 3 premiers, enfin le premier mois en tout cas, on est vraiment soldat, on commence par le métier de soldat du rang, hein, on commence tout en bas, et on passe par chaque étape pour apprendre en fait à commander. Ok, déjà moi, en tant que militaire, je me forme en tant que soldat. Moi, je suis soldat. J'arrive à être soldat, je sais tirer, je connais les savoir-faire basiques du combattant. Ensuite, je passe par le niveau chef de groupe, et donc tout ça très concentré, hein. Niveau chef de groupe, là j'apprends déjà à commander. Alors non plus, enfin déjà, avant chef de groupe, hein, j'ai mon chef de trinôme. Ok, mon chef d'équipe, il a 2 personnes à commander. Donc on apprend à commander, ok, au bout de quelques semaines, on commande 2 personnes. Après 2 personnes, on passe chef de groupe. Ah bah là, j'ai 6 personnes sous mes ordres. Et ensuite, bien après, je suis formé à être chef de section. Donc là, on est beaucoup aidé, hein, dans l'armée. L'avantage, c'est que les cadres d'ordre sont très précis. Donc c'est vrai que ça nous aide n'importe qui venant d'un milieu qui est pas forcément qui peut être parfois moi j'ai eu la chance, j'ai un frère et 2 petites sœurs. Donc je suis pas une famille, enfin j'étais pas seule. Déjà on va dire que l'environnement familial fait que sans apprendre à commander, voilà, on était un peu on est dans un domaine, voilà, j'étais pas toute seule, mais même la personne, j'avais un camarade fils unique. Ouais. Mais en fait, tout de suite, l'armée a la facilité d'avoir des cadres d'ordre tellement précis que en fait, le commandement, il est un peu facilité par ça. C'est-à-dire qu'on se met dedans si déjà on arrive à avoir cette vraie formation de « je suis soldat », et après, le « je commande » vient par des outils qu'on vous donne, que vous donnent vos cadres, et les exemples aussi, beaucoup, que vous avez. C'est-à-dire que je suis arrivée avec ma PMS. Moi, j'avais eu des bons cadres. Notamment, j'avais fait la rencontre de caporaux-chefs incroyables qui, du coup, dans le commandement, étaient hyper intéressants, nous ont apporté beaucoup, avec ces petites phrases qui revenaient, le terrain, ça rend humble. Reçu, caporal-chef. Et c'était des petites références comme ça, où on est tout seul, enfin on est tout jeune, on est tout civil, tout civil qu'on est, on débarque dans ce milieu-là, on dit waouh, c'est qui ces gens-là, ils arrivent à une fluidité dans les ordres assez incroyable. Et en fait, ces exemples-là, on dit ok, bah moi je veux commander un peu comme lui. Alors lui, il est un peu trop strict, moi je le serais peut-être un petit peu moins. Et en fait, essayer de trouver son propre style de commandement. Et on a quasiment 1 an, voire plus pour le faire, puisqu'on a toute cette partie à Saint-Cyr. Et ensuite, on a quand même notre partie de spécialité. Alors oui, là, au-delà d'être un soldat et d'être un chef de section, on apprend quelque chose de supplémentaire. Mais on a la chance de continuellement travailler avec nos camarades. Et on va dire que on sait tous où est-ce l'objectif. On connaît tous l'objectif. Ok, on arrive en régiment, on était chef de section. Et on a la chance de passer en situation. Et on passe aux situations et on commande nos camarades. Alors parfois c'est pas facile, parce que commander ses potes, parfois c'est chiant. Surtout quand ils vous écoutent pas.
Et ben, c'est plus facile de pas écouter son pote qu'écouter quelqu'un. Voilà. Le militaire du rang, il sait quand il s'engage qu'il va être commandé. Moi, face à moi, j'avais une section de gens qui allaient être chefs de section. Donc, il y a un moment, voilà, quoi, on les regarde, on rigole un peu, quoi. Mais comme on est tous là, on a tous le même but, et enfin voilà, on a tous le même objectif, et ben on se dit, ok, là, on est en travail, là, on est en exercice, il faut tous qu'on passe en situation, et ben on va tous s'entraider pour réussir à chacun développer notre style de commandement. Et là, c'était hyper intéressant justement d'avoir beaucoup d'exercices, beaucoup de temps sur le terrain pour connaître aussi nos limites, ce qu'on est capable d'accepter, dans quelles conditions on est capable de se pousser physiquement pour se dire, ok, là, j'ai passé ma nuit à marcher, je suis rincé, j'ai 30 bonhommes devant moi, il faut pas que je leur montre que je suis fatigué, il pleut, il faut pas que je leur montre que en fait ça me saoule, alors que ça me saoule absolument autant qu'eux, qu'il pleuve et qu'il fasse froid et que j'ai aussi faim qu'eux, mais en fait non. Leur montrer que voilà, avoir ce petit clip au-dessus, ce petit clic de dire ok, en fait là si moi je commence à sourire et à rigoler alors qu'il fait un temps de merde, et ben en fait je vais en entraîner. Je vais pas tous les entraîner, hein, forcément c'est pas évident. Mais on va en entraîner un qui va en entraîner un autre, et en fait, on va réussir. Et c'est là où le plus beau, et ce que j'ai le plus aimé dans mes années, dans mes 4 années de chef de peloton, c'était de sentir que derrière, j'avais une section qui me poussait. On a tendance à dire que le chef, il tire sa section. Et en fait, moi, à chaque fois, ils m'ont poussé. Ils m'ont poussé à me dépasser. Et c'est ça qui était le plus intéressant. Et c'est pour ça que je regrette absolument pas de m'être engagé. Je vous reconnais vachement dans ce que vous avez dit. On a un peu le même parcours, on est passé par Coët, la même école. Et je suis hyper attaché à ce que vous avez dit. En fait, le chef qui arrive, il n'a pas besoin d'être un leader naturel, c'est pas inné et tout. On lui donne, dans l'armée, on lui donne des outils, on lui donne des exemples et on le met en situation. Et presque ça suffit, non? Oui, ça suffit complètement. Après, c'est la patience qu'on a, l'humilité, beaucoup l'humilité. Parce qu'on apprend de tous. Encore une fois, j'ai appris des capots-chefs que j'ai rencontrés pendant ma PMS. J'ai appris de mes militaires du rang en général, hein, pendant ces 4 ans. J'ai peut-être appris plus de mes militaires du rang en 4 ans que de mes chefs. Ça n'a rien contre les chefs, mais on va dire que le soldat qui arrive apporte même sa fraîcheur. Déjà, parfois, sa spontanéité, ces questions qui, parfois, nous désarçonnent complètement, et en fait, qui vont faire qu'on va toujours chercher à se dépasser et se dire, ok, là, typiquement, j'ai eu la chance de pouvoir encadrer un CFIM, donc le centre de formation, donc c'est le premier centre par lequel ils vont passer, du militaire, et lui, on récupère à ce moment-là des civils qui, parfois n'ont même pas enfin voilà, l'école c'était pas leur truc, ils sont pas allés jusqu'au bac, mais ils vous dégagent une énergie et une volonté qui vous désarçonne complètement, et là vous vous dites ok, moi je suis rien avec mon master, mes 5 années d'études. Lui je le prends dans mon équipe 1000 fois, je pars à la guerre avec lui parce qu'il se donne, il cherche à comprendre, et il vous apporte voilà, cette énergie, cette fraîcheur qui est juste étonnante, et qui nous dépasse un peu. Alors que, bon, voilà, pas de la spécialité, juste il est venu chercher son engagement. Parce que vous avez aussi donc formé des jeunes soldats du 2e RD, le 2e régiment de dragons. Et là, donc, comme vous avez dit, c'est des gars, c'est pas des ingénieurs comme vous. Donc, la cible de recrutement des gars et des filles que vous allez commander, c'est quoi le profil en moyenne pour les militaires du rang? C'est quoi leur profil? Alors, pour le coup, on n'a pas de... Enfin, je dirais pas qu'on n'a pas de profil type, mais ce que je vais demander à mon militaire, enfin au militaire du rang qui va s'engager, c'est surtout une adaptabilité. Pourquoi adaptabilité? Parce que je vais avoir besoin d'une personne qui, à la fois, on le disait, va pouvoir travailler sur l'arrière, donc ce côté travailler en décontamination, parfois dans une atmosphère qui est vraiment pas évidente, hein, parce que face à nous, on a quand même des gens qui sont stressés, on a des gens qui ont subi une attaque chimique qu'on va devoir rassurer,
et qui vont devoir passer dans un centre voilà, de décontamination, de pouvoir voilà, restaurer toutes leurs capacités. Donc quelqu'un qui peut bosser à l'arrière, quelqu'un de, voilà, de calme, humain, et qui est capable également de pouvoir suivre la mêlée et d'être au plus près des unités au contact, de pouvoir les appuyer. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va travailler un peu calmement à l'arrière et qui va être la personne qui va rassurer, qui sera très calme et qui sera en même temps capable le lendemain d'aller sur l'avant, donc en combattant avec son gilet de combat, son casque, parce que là, la T3P, c'est la tenue de protection, mais il faut pas oublier que, comme sur le treillis, on va mettre le gilet, le casque, on va avoir évidemment l'ANP, on va avoir notre armement, et on va devoir, en plus de l'armement, avoir souvent nos outils de détection un peu supplémentaires par rapport au soldat le soldat de mêlée, qui a lui ses outils, mais pour sa mêlée. Donc le soldat de 2e RD, il est agile, c'est un vrai combattant. En même temps, il a cette capacité un peu humaine aussi de sentir situation, recueillir des potentielles victimes des attaques qu'on a décrites. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés par le 2e RD ou rejoindre même d'autres métiers de l'armée de terre, ils peuvent aller sur un site qui s'appelle s'engager.fr, et là, ils verront tous les profils militaires du rang, sous-officiers, officiers, avec plein de métiers différents, et même ils pourront discuter avec certains, leur poser des questions sur leur réalité, leur vie, leur métier. Voilà, c'est vraiment une bonne manière pour ceux qui ne sont pas sûrs de se préparer à entrer dans l'armée de terre ou répondre à leurs questions, et faire comme a fait la capitaine Pauline, demander un petit stage comme la préparation militaire supérieure, les préparations militaires de découverte, qui leur permettent de tester un peu leur capacité à rentrer dans l'armée de terre avant de signer leur contrat. Et je rebondirais dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a l'avantage, on a on va dire un nouveau moyen aussi de découvrir le régiment, c'est de venir. Alors, le régiment fait des portes ouvertes, évidemment, mais tous les régiments, aujourd'hui, on peut se présenter à l'entrée du régiment. Et en fait, on a des cellules de recrutement au sein des régiments. Donc, on a des personnes qui sont directement avec qui on peut être directement en contact. Souvent, pour les jeunes, ils se disent ouais, j'ai pas très envie d'être loin de chez papa-maman. Ah, mais je connais un régiment parce que la famille reste quand même hyper importante. Donc avoir sa famille à côté, c'est quand même hyper agréable. Et on se dit, tiens, mais il y a un régiment à côté, j'ai envie de m'engager, il y a un régiment à côté de chez moi. Comment je fais? Est-ce que je peux y aller? Et ben oui, aujourd'hui, vous pouvez vous y pointer. Et en fait, vous avez des personnes qui sont spécialistes dans le recrutement et qui vont dire, ah, ouais, en effet, on recherche des gens comme toi. Ok, viens, en fait, on va te présenter le régiment. Et à l'issue, tu rentreras dans le cycle classique de formation, donc en passant par un CFIM, mais au moins il aura un premier pied au régiment et il saura aussi où est-ce qu'il va, parce que souvent ça fait un peu peur de ne pas savoir dans quel régiment on atterrit. Là, on a cette possibilité-là. Et vous, si c'était à refaire, vous restez ingénieur ou vous devenez chef de section au 2e RD? Ouais, clairement chef de section 2e RD. Ouais, sans hésitation, je ne regrette absolument pas mon choix. Et bientôt, vous allez commander une compagnie, là c'est 130 soldats? J'ai un petit peu moins, oui, mais oui, ça reste là pour le coup un escadron chez nous, donc avec toutes ces spécialités, donc de décompta et de reconnaissance. Et à ces soldats, j'imagine que vous leur faites aussi des discours, vous leur expliquez la menace à laquelle ils vont faire face. Sans aller dans les scénarios apocalyptiques, mais s'il y a une grande guerre qui se déclare, mettons la 3e guerre mondiale, vous croyez qu'on va se battre contre des virus? Vous croyez qu'on va se battre contre les substances que vous avez décrites auparavant? C'est clairement un domaine qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. Ça reste un danger, comme on disait, qui est tellement psychologiquement, qui aura un impact tellement fort qu'on peut pas se passer d'avoir cette unité qui peut nous apporter la défense auprès des soldats, enfin cet appui auprès des soldats qui leur permettra de mieux se protéger. Pareil pour les populations civiles. Capitaine, c'est hyper intéressant. On me fait signe que les caméras sont en train de surchauffer, donc on va devoir mettre un terme à l'interview. C'était vraiment hyper intéressant. On a un petit rituel avant de terminer, c'est on fait l'échange de patch, qui est la tradition militaire. Alors, je vous remets le patch de la cellule recrutement de l'armée de terre, voilà, avec le fameux coq et les couleurs. Merci, Guylaine. Moi, je vais vous remettre un patch du 2e RD. Alors, un patch du 2e RD
qui en plus portent les couleurs de mon escadron et qui du coup vous iront très très bien, puisque nous restons dans le vert et rouge légion. Très très bonne couleur. Donc là, juste pour nous le décrire, donc c'est un dragon hein, qu'on voit sur le... C'est le symbole du régiment avec son petit 2, évidemment, et la menace bien mise en avant. Nucléaire, radiologique, biologique, chimique, et évidemment les meilleures couleurs qui ont été choisies par votre escadron. Donc c'est boule de feu, merci beaucoup. Non, franchement, c'était top. Bah, merci beaucoup, capitaine. On va poursuivre la discussion peut-être en popote dans votre escadron. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Allez, bah, ça marche, c'est parti. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.